bienvenue à cette session spéciale de FECOM. Tel que cela a été dit tout à l'heure, nous l'expliquons pour le cas pour faire des activités, comme nous avons pu le constater nous-mêmes. Donc, M. le Président général empêché nous a demandé de présenter cette session et de nous donner les travaux. Nous allons nous efforcer de rester dans le timing qui nous a été alloué pour cette session, à savoir un crédit horaire de 12 heures. Donc, peut-être en termes de niveau lumière, il faut dire que justement, tel que le M. le Président a bien voulu nous demander donc de nous adresser ces sincères remerciements pour votre participation à cette travaux et puis ces excuses de ne pouvoir être là nous-mêmes. Cette session de fond est un document d'intervention intercommunale dont le thème est la contribution du FECOM à la résilience des collectivités territoriales décentralisées aux crises humanitaires, climatiques et financières, s'inscrit donc dans le cadre de cette journée mondiale de l'Afrique et de la Semaine nationale de l'Afrique. Le directeur général remercie tous les participants pour le déplacement qui a été fait et pour les intervenants ici pour leur disponibilité. Il faut dire que la session s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Semaine nationale de l'Afrique et de la journée mondiale de l'Afrique 2025, placée cette année sur le thème national qui nous veut réagir localement face aux crises urbaines pour une gestion durable et participative en faveur du développement de la zone. Dans un monde où les crises se multiplient et deviennent structurelles, qu'elles soient humanitaires, climatiques ou financières, l'adaptation et la résilience des territoires s'impose comme un impératif stratégique majeur. Le Cameroun, à l'instar de nombreux pays, est confronté à des défis similaires, notamment les attaques terroristes, les crises sociales, les inondations dévastatrices, les événements meurtriers, la sécheresse prolongée et les pandémies. Toutes ces crises ont mis à rude épreuve les capacités de gestion et de développement des collectivités territoriales décentralisées. Ainsi donc, dans ce contexte, la mission du FECOM telle que définie par le décret numéro 2018 par 645 du 29 octobre 2018 prend tout son sens, celui de contribuer au développement harmonieux de les collectivités territoriales décentralisées sur la base de la solidarité nationale et de l'équilibre interrégional et intercommunal en liaison avec les administrations concernées. C'est donc pourquoi, au-delà de son rôle traditionnel de financement, le FECOM a développé des instruments innovants pour accompagner les collectivités territoriales décentralisées dans la gestion proactive des risques et la relance des territoires en situation de crise. Cette session nous permettra de mettre en lumière quelques solutions concrètes portées par le pays à travers 4 communications qui présenteront les initiatives et les réalisations de l'exécution dans le domaine de la résilience des collectivités territoriales décentralisées face aux crises. La première communication qui sera présentée par votre humble serviteur moi-même portera donc sur la politique de financement du FECOM comme étant une réponse à la crise de financement des crises. La deuxième, quant à elle, reviendra sur la contribution du FECOM au renforcement des capacités des communes à faire face aux crises humanitaires. Elle sera présentée par M. Abdul Ghani Adamou, chef de l'unité opérationnelle du programme de développement des villes exposées au centre de stabilité de problème 2 au FECOM, l'ingénieur de génie civil pour l'électricité. La troisième communication reviendra sur les opportunités de financement par le FECOM des projets d'adaptation et d'atténuation du changement climatique. Elle sera présentée par Mme Sabo Kourine, sous-directeur de la population au FECOM et qui est diplomate de formation. La dernière communication est celle de la commune de Mandingui dans la région nord, dont le maire empêché c'est représentée par le secrétaire général, M. Inesimo Abakou, qui va présenter
l'impact de la pluie multiforme du FECOM sur le relèvement de communes subies aux pluies multiformes. L'OMEL, la commune de Mozambique, qui était aussi liée à ce panel, n'a malheureusement pas pu faire le déplacement de temps à l'extérieur du pays. Mesdames et messieurs, cette session n'est pas une faire de présentation institutionnelle. Elle se veut un espace de dialogue, de partage d'expérience et de formulation de recommandations constructives à l'endroit de l'État, des collectivités territoriales décentralisées, des partenaires techniques et financiers. Le FECOM est convaincu que la résilience du territoire commence localement. Elle repose sur l'innovation dans la gestion, l'alliance entre les acteurs, la solidarité nationale et le soutien structurant des partenaires. Je voudrais donc vous prier de suivre attentivement les différentes populations et apprendre une part active de l'échange et formuler des recommandations à l'endroit du gouvernement, des collectivités territoriales décentralisées et des partenaires techniques et financiers. Je vous remercie de votre attention. Ceci étant dit, nous allons passer donc, comme je l'ai annoncé, à la première présentation qui sera faite par moi-même. Je ne sais pas si vous êtes allé. Cette année, il faut donc que nous commencions d'abord, nous sommes en train de faire le timing, l'objectif nous a été alloué. Donc nous allons vous présenter la politique de financement des communes pour répondre à la crise de financement des villes. En termes de plan, nous avons une introduction et nous allons rappeler les questions de l'État. C'est vrai que la plupart des participants, les maires, les médias, nous allons passer sur la question. Nous revenons un peu sur la politique de financement de l'organisme et puis sur les budgets de réforme du programme de trésorerie des communes. Ça, ce sont les thèmes de référence de cette présentation. Il faut dire que le FECOM, c'est une structure que vous connaissez déjà, mesdames et messieurs les maires. C'est un organisme qui a été créé par la loi du 5 décembre 2014 portant organisation communale et qui a pour mission d'assurer le développement harmonieux et équilibré de l'ensemble des territoires. Le FECOM accompagne donc le développement économique, social et culturel de l'ensemble de nos collectivités territoriales décentralisées. Il faut dire que dans son essence, cet organisme assure la solidarité intercommunale à travers la mutualisation des ressources financières, techniques et humaines. Il a conduit au fil du temps une évolution institutionnelle dont la dernière en date de 2020 octobre 2018 qui en a fait un établissement public à caractère économique et financier et qui a élargi ses missions aux régions dont le FECOM finance actuellement les communes, les projets portés par les communes qui sont au nombre de 374 et les régions qui sont au nombre de 10, donc 384 collectivités territoriales décentralisées. Il faut dire qu'en attendant l'aboutissement de la loi qui a été modifiée à la loi portant sur la fiscalité locale, le Conseil d'administration avait autorisé le financement des projets portés par les régions sur les ressources des communes. C'est ainsi que depuis 2022, le Conseil d'administration a alloué à chaque région un financement à hauteur, un crédit financier à hauteur d'1 milliard pour les projets portés par les régions. Et donc, depuis 3 ans, certaines régions ont pu effectivement bénéficier de l'ensemble de ces financements-là. Donc, d'autres ne l'ont pas pu le faire pour certaines contraintes. Donc, en termes de réalisation du FECOM, en termes de mission, comme je l'ai dit, la loi, vous n'avez pas pu parler de la présentation sur le débat des images à faire. La loi de 2018 a donc défini les missions du FECOM qui sont celles de contribuer au développement harmonieux de toutes les collectivités territoriales décentralisées sur la base de la solidarité nationale et de l'équilibre interrégional et intercommunal en liaison avec les administrations concernées. Donc tout ce que le FECOM fait, c'est en liaison avec les différents départements ministériels sectoriels qui sont concernés par cette projet-là sur le terrain. C'est pour ça que les différents délégués sont les ingénieurs de marché que le FECOM réalise pour les collectivités. La mission de l'organisme d'après ce décret de 2018
est donc de centraliser et de procéder à la distribution des taxes régionaux soumis à l'intégration ainsi que des sanctions additionnelles communaux et autres communaux et régionaux soumis à l'intégration. Le FECOM met à la disposition des régions et des communes, des syndicats de communes et des comités urbains les bonnes parts correspondant à l'application générale de la décentralisation arrêtée par le gouvernement. Il procède aux délégations des présidents et membres des bureaux des conseils de l'Union et des magistrats municipaux. Et puis, il participe aux opérations financières visant à promouvoir le développement local en liaison avec les autres administrations et les structures concernées. Donc voilà en gros les missions telles qu'elles ont été définies par le décret de octobre 2018. En termes de ressources, les ressources de l'organisme proviennent des contributions des communes prélevées sur les impôts communaux qui leur sont affectés à hauteur des quantités définies par le texte législatif. Ces ressources sont également constituées des contributions des régions prélevées sur les impôts ou les taxes qui leur sont affectées. Leur sont actuellement n'ayant pas encore une telle application portant la loi portant fiscalité locale. Les ressources qui ont été, comme je l'ai dit, financées aussi des régions sur la base de celles des communes selon actuellement, c'est lorsque nous aurons donc l'assiette exacte des ressources des régions, les autres celles qui seront mobilisées. Comme autres ressources, nous avons les subventions de l'État, les produits issus des dépôts à terre, les emprunts, les ressources provenant de la population nationale et internationale. Donc il y a un important pan d'activité qui est financé par les différents partenaires, dont notamment la CAI de l'Union européenne, quoique M. Gagné viendra dans son exposé sur ce financement des partenaires. Nous avons des dons d'élèves, des publics, un certain nombre d'autres. Donc voilà les ressources essentielles du FECOM. En termes de réalisation, il faut dire que l'organisme est certifié aux deux normes, la norme ISO 9001 depuis 2009 et qui est actuellement à sa version 2015. Qui repose, qui est une norme de management à la qualité. Donc, c'est à cet effet que l'organisme se remet en question pour le temps. Nous avons des enquêtes qui sont faites à l'endroit de nos clients, qui sont les maires, les présidents des conseils de l'eau, pour collecter un peu leur perception de la manière dans laquelle l'organisme met en œuvre ses missions et donc s'améliorer. Le FECOM est également certifié à la norme ISO 14001, version 2015, qui est celle du management environnemental. Les activités sur lesquelles l'organisme est certifié sont notamment les études. Nous avons un certain nombre d'études qui sont faites pour profiter des collectivités territoriales décentralisées. L'assistance conseil aux élus locaux. Nous avons les services des agences communales. C'est comme à des agences communales, comme chef d'agence de l'Ouest qui est là, avec les différents chefs de service. Donc, ces services-là accompagnent les élus locaux dans le cadre de mission d'assistance conseil pour monter des dossiers, l'analyse de leur potentialité, bref, un certain nombre d'activités liées donc au conseil. Le FECOM a également une activité de mobilisation des ressources qui va dans le conseil qui ont été certifiées, de conception et de financement et de suivi des projets. Il faut dire qu'actuellement, l'organisme prépare une certification, celle de la 4501, version 2018 qui porte sur le management de la santé et de la sécurité au travail. Bon, nous avons parlé des missions, notamment de la communication et la redistribution des ressources, qui permettent, il est question de permettre aux collectivités d'exercer les compétences transférées par la loi portant code général des collectivités qui a remplacé les lois de 2004. Et l'article 12 de la loi portant code général des collectivités dispose que les ressources nécessaires à l'exercice par les collectivités territoriales décentralisées de leurs compétences leur sont dévolues soit par le transfert de fiscalité, soit par dotation, soit les deux à la fois. Dans les recettes que les CTD proviennent, les deux sous que sont la fiscalité et les dotations. En matière de financement du gouvernement local, c'est comme à une offre de produits diversifiés. Nous avons une politique avec une budget de développement. Nous avons aussi des missions d'études. Les études portent notamment sur comme je l'ai dit, un certain nombre de développements de projets de FECOM dispose d'architectes, d'ingénieurs, de financiers, de sociologues chargés d'accompagner les collectivités pour qui cet accompagnement-là est gratuit. À l'exception donc des projets qui nécessitent un certain nombre de développements. À ce moment-là, il y a un guichet qui a été mis en place que nous allons brièvement présenter. Nous avons, en termes d'assistance, en fait,
cadre de cette activité-là, il s'agit d'accompagner les collectivités dans la saisie des opportunités de développement et la valorisation de leur potentiel et de susciter leur engagement pour les projets de développement économique. Nous savons que ces projets des collectivités ont besoin de ressources pour répondre aux besoins présents de nos populations. Donc, au-delà du financement des projets classés, notamment les infrastructures de base, les équipements sociaux collectifs, il est question de financer également un certain nombre de projets de développement économique local. Il est question de susciter également de contribuer à la participation des populations à la gestion des affaires sociales dans le cadre de la participation citoyenne. Et puis, un certain nombre d'activités de conception. Donc, l'organisme a conçu un certain nombre de projets standards sur le programme de quantique. Il s'agit d'accompagner les communes qui ne disposent pas suffisamment de ressources financières et humaines de pouvoir présenter dans des dossiers techniques qui sont bancables. Le second, dans le cadre de cette conception, vise à simplifier les processus, les process d'accès au financement par tous les communes. Parce que tel que nous voulons dans le budget, dans les différents budgets de financement, l'organisme couvre tout le spectre, tout le type de collectivité territoriale décentralisée, indépendamment de leur taille, de leur ressources, de leur population. Il s'agit également d'encadrer la conception, de proposer des projets qui intègrent les normes en vigueur et de donner une identité au projet FICOM. Dans cette plante-ci, nous avons le thème de l'équipement socio-collectif, nous avons les écoles, les salles de classe, les hôtels municipaux, les gares, bref, tout ce qui rentre dans les compétences transférées aux collectivités sont financés dans le cadre de ces plans-là. Bon, nous avons un certain nombre d'images, malheureusement, je crois que la technique fait défaut. Nous avons un certain nombre d'images de projets qui ont été réalisés par le FICOM, étudiés et réalisés par l'organisme de projet des collectivités territoriales décentralisées. Il s'agit notamment nous avons ici un hôtel municipal à de Gros, qui a été développé. Les études sont en train d'être achevées pour être mises en œuvre. Nous avons un marché, le marché annexe des sauces à Yaoundé, qui a également été conçu par le FICOM actuellement en réalisation. Nous avons un complexe socio-culturel et sportif à Yaoundé premier. Et puis un certain nombre de projets aussi bien pour les communes et les régions. Bon, n'ayant pas les images, nous avons effectivement passé à la phase suivante qui consiste à présenter donc un peu bien la politique de financement de l'organisme. C'est une politique qui a pour objet de contribuer avec l'efficacité et l'efficience au développement harmonieux de tous les collectivités. Donc, nous avons ici un enjeu de performance qui renvoie l'efficience et l'efficacité, et puis un enjeu d'inclusion, puisqu'il s'agit de financer toutes les collectivités territoriales décentralisées. Ça, c'est ce qui est dit dans cette politique-là. Elle définit les principes de l'intervention de l'organisme, elle précise les secteurs prioritaires, et puis est alignée sur les agendas internationaux, notamment et puis les politiques publiques et les lois et les règlements du pays, nous avons sur les documents de planification. Et ça, c'est cette politique-là. Il s'agit ici de l'accès aux services sociaux et infrastructures de base. Nous avons plusieurs projets qui sont financés dans le cadre de cet axe-là. La promotion de l'économie locale lors des derniers FICOM, nous avons présenté un exposé particulièrement sur ce volet. La contribution à la mise en œuvre de la décentralisation et la promotion de la gouvernance locale et puis la mobilisation des ressources financières. Ces principes sont notamment la solidarité nationale et l'équilibre interrégional et intercommunal conformément au texte du FICOM, la transparence, la prise en compte du genre, l'inclusion sociale, la protection, l'environnement et la performance durable. En termes de, pour mettre en œuvre cette politique-là, qui donne des orientations générales, le FICOM a 8 budgets de financement, un pôle d'intervention en faveur des communes et un autre intermédiaire en faveur des régions. Il faut dire que celui des régions est intermédiaire parce que nous attendons l'aboutissement de la loi de fiscalité locale pour définir quelles sont les proportions que les régions pourraient avancer. Parce que dans les organismes de financement, il y a une part en subvention, il y a une part qui est en prêt et une autre qui constitue l'apport propre de la collectivité. S'agissant donc de 8 budgets, nous avons le budget de développement social. C'est dans celui-là qu'on finance ce que beaucoup de maires connaissent dans les villes. Les équipements sociaux collectifs des infrastructures de base. Nous avons le budget de développement économique local
Je vous disais qu'il est question de mettre l'accent sur les projets qui visent à promouvoir le développement économique au niveau des collectivités. Le budget des projets de développement urbain qui finance notamment les documents de planification, les projets d'infrastructure et développement urbain et les projets de territoire numérique. Le budget d'appui au fonctionnement des communes, nous dire le nom, parce que c'est un budget qui permet de résoudre les problèmes, de faciliter le test au profit des collectivités. Le budget d'appui à la solidarité à la l'action extérieure des communes dans ces budgets, il est question d'encourager les communes à se mettre ensemble dans le cadre de la solidarité intercommunale. Nous avons le budget d'appui aux communes à faire. Il s'agit ici d'un budget qui finance les communes qui ont les plus petites ressources, comme vous le savez. Nous avons vu le second centralisme de redistribuer les ressources des collectivités territoriales décentralisées. Et à l'intérieur, nous avons les communes qui ont des petites, qui ont des ressources qui ne leur permettent pas de pouvoir investir. Donc, le budget des communes a voulu faire bien répondre à cette problématique en allouant chaque année 200 millions à titre sous forme de subvention aux communes qui sont éligibles. Il y en a 25 par an. Le conseil d'administration arrête cette liste-là. Nous avons le budget des projets de programme de partenariat. Monsieur Gami a depuis sur les maturations des projets. Il nous a été demandé de parler de la politique d'amorcement du FICOM. Il faut dire que l'amorcement est dit peut-être qu'il y a une part en vrai, une part qui est l'accord contre la commune, mais généralement l'accord de financement total et l'accord contre la commune est réalisable sur 4 ans sur la base de ces ressources qui transitent par le FICOM. Donc l'amorcement des projets est progressif avec des financialités constantes, parvenue à la source des impôts communaux soumis à l'équation. Elle s'effectue sur une période correspondant à la durée de vie du projet, conformément au code général des impôts, dont l'amortissement a été calé sur les amortissements qui sont définis dans le code général des impôts. Le tableau d'amortissement est annexé à la convention de financement qui est signée de toutes les parties. Bon, à date, il y a un dette global de peu de 142 milliards des collectivités vis-à-vis du FECOM. Et pour ne pas assister les communes lors du remboursement de leurs dettes, parce que les procédures internes de gestion stipulent que nous ne devons pas prélever du budget et ressources d'une commune qui passe par le FECOM. Ça, c'est un mécanisme qui a été mis en place en interne. Donc, il est alors proposé conformément à la politique de financement qui a donné l'allègement de la dette des communes qui sont en activité, soit un règlement de cette dette-là, soit une subvention provisoire des tableaux d'amortissement en principal ou alors l'annulation partielle totale des dettes. Donc il faut dire que nous accompagnons les collectivités. Il n'est pas question pour nous d'afficher une commune parce qu'elle a des financements auprès des organismes. Nous mettons en place des mécanismes qui leur permettent de pouvoir bénéficier d'un taux de financement tel que je l'ai prévu par la politique de l'organisme. Bon, quels sont les budgets qui peuvent nous intéresser ici, là, pour aller nous avons le budget de maturation. Il faut dire que, s'agissant de la maturation des projets, il y a le budget 2025, du 17 juin 2025, qui est récent, de diminution du gouvernement, qui est venu modifier celui de 2021-2018, qui porte donc, qui régit le processus de maturation des projets et programmes d'investissement public. Donc, c'est cette base-là que le FECOM s'appuie pour financer la maturation des projets. En fait, le budget de maturation, comme je l'ai dit, a été mis en place pour accompagner les communes dans le développement des projets complexes pour lesquels le FECOM ne dispose pas de ressources en interne. Les projets pour lesquels les institutions peuvent accompagner les communes, nous mettons à disposition nos ingénieurs, nos architectes, bref, tout son personnel et puis les ressources pour le faire. Donc, dans le budget de maturation, l'organisme finance un certain nombre d'études liées notamment à la programmation, à la conception architecturale et technique des projets, les levées topographiques, les sondages techniques pour tenter de faire comme là par antenne le matériel et la compétence pour procéder à cette étude-là. Donc, lorsque vous avez un projet de certaine envergure, il va vous être demandé de produire des études géotechniques. Nous savons que les collectivités normalement n'ont pas de ressources nécessaires, mais ce budget de maturation, c'est justement pour accompagner ce type de projet. La situation, en fait, il s'agit ici des financements actuellement dans ça. Et le coût d'intervention du FECOM en faveur des communes stipule que le maximum c'est 300 millions dans le budget de maturation. Donc on peut accompagner les communes jusqu'à 300 millions pour le développement des projets. Nous avons aussi
Le budget des projets, nous avons dit que nous mettons un accent sur la promotion de l'économie locale. Et dans ce cadre-là, nous avons un budget, celui des projets de l'économie locale, qui finance les équipements et infrastructures économiques pour les projets de promotion de l'économie locale et les projets agricoles, halieutiques, piscicoles et pastoraux. Pour les projets d'infrastructures, d'équipements et d'infrastructures, je pense que beaucoup de maires ici les connaissent. Il s'agit des marchés de biens manufacturés, des marchés de clos, des entrepôts de projets agro-pastoraux, des aides de repos, des gares routières. Donc, c'est un certain nombre de projets dans cette catégorie-là. Et il faut dire qu'ils sont structurés en accord pour les dettes avec une subvention de 20% et une part de 5%. Il faut dire que ces pourcentages sont beaucoup moins pour les projets, les infrastructures de base qui, elles, sont subventionnées à 85% avec un accord pour la communauté de 10%. Nous avons aussi des projets de promotion de l'économie locale. Ce sont des projets dont la rentabilité économique et financière est attestée par un business plan et l'exploitation en cause des projets. Donc en fait, c'est un projet qui ne doit pas se rembourser sur les impôts comme sur la préoccupation, mais dans le cadre des ressources générées par l'exploitation du projet lui-même. Et c'est pour ça qu'on met l'accent sur le business plan pour mitiger les risques pour ce type de projets qui sont entièrement remboursables. Donc dans ce projet, dans cette catégorie-là, on finance les appuis financiers directs aux initiatives privées présentées par les communes, les appuis à la création des entreprises publiques locales, les prix de participation dans les activités commerciales et industrielles, qu'elles soient publiques ou par publiques. Il y a un certain nombre de projets qui rentrent dans cette catégorie-là. L'un des critères étant que nous ayons un business plan fiable qui permet de s'engager sur ces projets qui sont à risque, qui doivent se rembourser eux-mêmes. Et enfin, nous avons financé aussi les projets agricoles, halieutiques et piscicoles. Et par le de subsistance, pour ces projets-là, nous avons une contribution de solidarité de 65% pour une subvention, un accord pour le 15% et puis 20% de la part en fait. Bon, nous n'allons pas revenir sur les conditions, je pense que tous les maires ici connaissent aussi à des questions qui reviennent sur ces aspects que nous allons dire. Nous disons aussi que nous avons le budget des avances de trésorerie. Et ces avances de trésorerie contiennent quoi? Nous avons des avances de trésorerie proprement dit les équipements utilitaires. Les avances de trésorerie, nous avons des accords propres des communes. Donc, comme je vous l'ai dit, dans la situation, il y a une partie de remboursement, il y a un accord pour que la commune va mobiliser. Et lorsqu'elle ne peut pas, il est accordé sous forme d'avance de trésorerie. Nous avons les arriérés de salaire, donc nous devons payer les arriérés de salaire sous forme d'avance de trésorerie non entièrement remboursables. Les comptes de partie communale, donc si vous avez un projet financé par nos partenaires et où il est demandé à la commune de mobiliser sa compte partie, le second peut également le faire. Donc il y a un certain nombre de projets qui rentrent dans ce guichet-là. Et puis les équipements utilitaires, je pense que les maires les connaissent. Il s'agit des véhicules de liaison, des camions de autres véhicules utilitaires, des motos électriques et puis des équipements pour le mobilier du bureau. Donc il faut dire en termes de conclusion que le second est un véritable outil de solidarité et d'accompagnement à mener des territoires qui apportent toute son expertise aux collectivités territoriales depuis plus de 50 ans. Quand on a vu que l'entreprise a fêté ses 50 ans dans l'année dernière à décembre. Donc c'est une entreprise qui a bientôt 51 ans aux côtés des collectivités. À travers les différents outils qui ont été mis en place, l'organisme couvre par ce financement tout le spectre des compétences transférées aux collectivités, tient compte de toutes les communes. La promotion de l'économie locale est un axe majeur de la politique de financement afin de permettre que les communes soient de véritables pôles de développement des équipes de l'institution, aussi bien de la direction générale que celles des agences régionales sont disposées dans le cadre de l'assistance conseil à apporter de l'accompagnement gratuit aux communes et aux régions. Celles-ci doivent également saisir les opportunités offertes par le budget de maturation. C'est un budget qui permet de procéder aux études, même les projets de certaines envergures. Vous savez que lorsque vous avez des projets qui sont faits, même d'autres partenaires, d'autres bailleurs, peuvent vous accompagner dans leur financement. Donc n'hésitez pas à solliciter le budget de maturation si vous avez des projets importants que vous voulez développer. N'hésitez pas aussi à saisir les opportunités du budget de développement économique pour garantir la viabilité de nos communes et permettre donc de disposer des ressources suffisantes afin de répondre aux besoins importants de nos concitoyens. Je vous remercie de votre attention.
Je vais donc reprendre ma casquette de modérateur pour passer la parole au deuxième exposant qui a été présenté tout à l'heure. Il s'agit de M. Abdoul Dani Damou, qui est chef de l'unité de gestion opérationnelle au FECOM, et qui va nous entretenir sur la contribution du FECOM pour l'enforcement de sa capacité des communes à faire face aux crises humanitaires. M. Damou, vous avez 10 minutes pour votre présentation, on va peut-être le modérateur mais un peu long. Mais allez-y, vous écoutons. Merci beaucoup, monsieur le modérateur, pour m'avoir retenu. Donc, permettez-moi de commencer d'abord par une réalité souvent ignorée. Ce sont les communes et les villes secondaires. Donc, ces communes-là qui se trouvent en premier plan et qui reçoivent de plein fois les conséquences de la crise humanitaire. Donc, ces communes-là abritent maintenant des cas d'urgence. Des personnes placées des réfugiés. Alors qu'elles ne disposent même pas d'infrastructures ni de ressources nécessaires pour faire face. Et pourtant, ces communes tiennent bon, elles s'adaptent, elles résistent et aspirent vraiment au développement. Imaginez un instant un maire de vous face à sa population grandissante et le budget local est déjà insuffisant. Et maintenant, imaginez ce que maire des petits d'accompagnement que l'on a pu cibler. Donc, ce changement de ces enjeux-là, c'est ça qui illustre parfaitement le sujet qu'on a abordé tout à l'heure, qui est la condition du renforcement de la capacité des communes à faire face aux crises humanitaires. Ici, c'est de renforcer la résilience des communes pour qu'elles ne soient pas de simples zones tampons, mais plutôt de véritables leviers de stabilité et de développement durable. Donc, au FECOM est lancé 2 programmes pour la gestion des crises. Il s'agit de PRODES. PRODES, c'est le programme de développement économique et social des villes secondaires exposées à des facteurs d'instabilité. Vous voyez, pour la crise de 2012 de la secte islamique dans les régions septentrionales du Cameroun, la crise de 2016 sociopolitique dans la région du Nord et du Sud-Ouest, quelques tensions dans le pays centrafricain ont induit un déplacement massif pour les personnes déplacées et réfugiés pour venir s'habiter dans des communes environnantes pour pouvoir trouver de la paix, se reconstruire et espérer plus tard y retourner. Donc, ces déplacements-là ont une forte pression sur les infrastructures de base, notamment les salles de classe, les points d'eau, les centres de santé, les grands équipements dans les marchés. Et également les cas d'agression de banditisme également augmenté dans ces communes-là. Face à ces situations, nous FECOM, avec la coopération allemande et aussi l'Union européenne, on met en place le PRODES, le PRODES 1 et le PRODES 2, le programme de développement économique et social et secondaire exposé à la instabilité. Donc la première phase qui a démarré en 2018 a plus 15 communes qui reçoivent les déplacés internes de réfugiés issus de la crise de la secte islamique auparavant. Et ce partenaire a donné 20 millions d'euros à ces 15 communes pour pouvoir faire face à cette crise-là. La deuxième phase, qui a démarré en 2021, a pu 8 communes dans les régions du littoral de l'Ouest qui ont fait les déplacés internes suite à la crise socio-politique dans les régions du Nord et du Sud-Ouest. Donc, le partenaire a donné une enveloppe financière cumulée d'environ 10 milliards de francs CFA. Donc, chacune de ces communes, de ces 23 communes, ont bénéficié de 450 millions de francs CFA pour faire des projets pour pouvoir gérer ces crises-là. Donc, l'objectif global du PRODES, c'est de renforcer la stabilité régionale et une meilleure gestion de l'immigration. Donc, spécifiquement, c'est de renforcer la capacité de ces communes à faire face aux crises, à accueillir de nouveaux arrivants, à pouvoir promouvoir le développement économique et social inclusif dans le strict respect de l'environnement.
Donc le PRODES s'appuie sur 5 composantes pour son intervention. La première composante est à la construction des infrastructures publiques et des mesures de vigilance d'impact rapide. Il s'agit de construire des infrastructures pour apporter une réponse rapide aux besoins que les communes font face. La deuxième composante, c'est la création d'emplois des autorités d'entrepreneuriat local des personnes les plus vulnérables, recrutées dans des chantiers de construction qui, plus tard, sont autonomes. La troisième composante concerne le renforcement des capacités des personnes vulnérables sur les métiers de la construction et également sur les besoins exprimés localement. La quatrième composante qui a trait au renforcement des capacités des communes, ici, c'est de renforcer les capacités des communes en tant que maître d'ouvrage à pouvoir gérer les produits s'il s'agit en termes d'outils, d'accompagnement des formations sur plusieurs thématiques en fonction des communes. La seconde composante, c'est de renforcer les capacités du FECOM. FECOM, en tant que levier stratégique de développement local, FECOM, en tant que promoteur du PRODES, et FECOM en tant qu'instrument de mise en œuvre de la construction, de l'amélioration de la résilience des communes, à pouvoir rendre pleinement son mandat. Donc nous allons apprécier ensemble ces quelques réalisations. Donc à ce jour, les deux PRODES ont à leur portefeuille environ 630 projets financiers qui profitent aujourd'hui environ 12 000 personnes, parmi lesquelles 2% de budget, 35% de travail. Exemple, dans le domaine de l'éducation, plus de 120 projets ont été réalisés. Aujourd'hui, c'est environ 15 000 élèves qui fréquentent dans de bonnes conditions et le taux de réussite dans ces écoles là est important. Dans le secteur de l'eau, par exemple, nous avons implanté environ 120 projets localement répartis dans plusieurs villages. Et aujourd'hui, c'est environ 36 000 personnes qui croient que l'eau c'est l'État, le cas de maladie publique également diminué. Dans le secteur de l'énergie, environ 500 lampadaires ont été installés dans plusieurs villages et pour qu'aujourd'hui, environ 12 000 personnes, les cas d'abolition, qui se développent, ont également diminué. Dans le secteur budget, environ 15 km de pistes agricoles ont été développées qui permettent maintenant l'écoulement de marchandises des villages et des centres. Ce qu'il faut relever ici, c'est que tous ces projets ont été réalisés dans le système respect des normes environnementales. Un dispositif d'entretien et de maintenance de ces ouvrages-là ont mis à la disposition des communes. Les capacités des communes ont été renforcées sur ce programme. Et ces communes produisent au FECOM de façon financière des plans de maintenance, les plans de maintenance et d'entretien de ces ouvrages-là. Après ça, on voit les résultats qui a fait la création des emplois. Donc ici, comme je disais tout à l'heure, la plupart des chantiers que nous avons réalisés, environ 70% de ces projets ont été réalisés sur la couche à haute intensité de l'eau. Donc nous notons ici environ 1500 emplois en fait emplois qui étaient créés à travers les institutions, environ 240 porteurs de projets activités génétiques de l'économie sont fonctionnels aujourd'hui dans ces communes-là. Et 600 porteurs, promoteurs de projets activités génétiques sur le niveau individuel. Aujourd'hui, ces personnes sont autonomes. Prenons un peu le cas de cette filière, la filière escargot. La filière escargot s'est produite par 7 femmes de classes internes qui sont actuellement dans la commune de Conservatoire-Premier. La commune a mis à la disposition de ce groupe un site, la construction d'un village d'élevage, la construction d'un logement d'astreinte, également la construction d'un laboratoire équipé. Il faut dire ici qu'au départ, ce groupe-là c'est une demande dans les méthodes d'escargot, mais aujourd'hui, leurs compétences ont été renforcées également dans la transformation. Vous pouvez le voir dans les images. Donc, aujourd'hui, ce groupe produit l'escargot séché, du savon à base de la barre de l'escargot, également le savon. Une autre filière également saillante, c'est la filière couture. La filière couture est produite par plusieurs répartis dans ces trois communes. Ça, c'est l'exemple d'une filière dans la commune de Gonzé. La filière couture portée par 8 femmes de classes internes. Donc, la commune a mis à la disposition de ce groupe un local. Et ce groupe aujourd'hui est fonctionnel et arrive à atteindre les chiffres d'affaires de 250 000 francs par mois. Une autre filière, c'est la filière qui loge actuellement dans la commune de Bangouin, dans le département du Nord. Donc, au départ, ce groupe faisait uniquement dans la culture de l'île. Donc, le PRODES est un entreprise, le maire a mis à la disposition de ce groupe un local. Et ce groupe
parvient maintenant à pouvoir décortiquer le riz. Donc ils arrivent déjà à décortiquer environ 300 sacs de 100 kg de riz par jour. Ils atteignent les chiffres d'affaires variant de 300 à 500 000 par an. La filière manioc également, plusieurs communes sont bénéficiaires de ce projet d'agriculture. Il faut dire que l'ensemble de ces faisait uniquement dans l'agriculture du manioc. Mais aujourd'hui, nous avons des groupes qui font dans la transformation du manioc en bâton de manioc, du manioc en algon, du manioc en Africa, comme par exemple sur l'image. Voilà maintenant les externalités positives de la boucherie. Comme je disais, 70% de nos infrastructures ont été réalisées suivant l'approche à porte de la cité. Ces approches-là visent à recruter des travailleurs vulnérables localement qui, à la fin de chaque chantier, bénéficient d'une population journalière variant de 4 000 à 5 000 francs par jour. Un principe de bail a été fixé. On remet à l'individu 70% de son vie et on retient 30% de son vie dans la caisse de la commune en guise de bail. Le cumul de cette épargne à la fin d'un chantier, l'individu réfléchit sur une idée de projet générateur de commune qui peut le rendre autonome toute sa vie dans la commune. Nous avons là quelques exemples. Plusieurs personnes sont actuellement en train de faire du transport, sont dans le transport, d'autres en train de commercialiser certains produits, d'autres sont dans l'ouverture du salon de coiffure. Et ces personnes aujourd'hui sont très reconnaissantes vis-à-vis de la commune. Donc, en termes de personnes formées, le programme a formé environ 3300 personnes sur les chantiers du mot. Également, il y a des centres de formation à créer en fonction des besoins exprimés par le commune. Comme on peut voir sur cette image-là, les personnes qui ont été recrutées dans le chantier, c'était des personnes qui avaient un niveau zéro. Mais à la fin d'un chantier, ces personnes ont des ouvriers qualifiés qui exercent dans d'autres chantiers, autres que les projets financés par le projet. Donc aujourd'hui, ils arrivent à gagner des moments de vie. Vous pouvez voir sur l'image, il y a cette jeune qui a pu savoir aujourd'hui, elle est faite. D'autres sont en train de voir, on a un métier de travaillage et ils sont en train d'exercer dans la commune. Il y a aussi également d'autres filières de formation. Nous avons aussi les communes qui ont été proposées. Il y a plusieurs points qui sont développés dans la commune. Nous avons donc formé des artisans réparateurs à cette commune. Il y a aussi plusieurs personnes qui bénéficient de formation sur l'installation des panneaux solaires. Maintenant, en termes de renforcement des capacités institutionnelles des communes, les communes en tant que maîtres d'ouvrage ont bénéficié de plusieurs formations sur 9 thématiques. La formation sur la gestion de crise, la formation sur l'entretien et la maintenance des ouvrages, la formation également sur les procédures de passation des marchés selon le bailleur de fonds, sur la gestion des contrats et même sur la justification des ressources qui ont été mises en œuvre. Aujourd'hui, ces communes sont très intéressantes vis-à-vis du programme et même vis-à-vis du programme. Donc, ce qu'il faut dire ici, c'est que le FECOM s'est lancé dans une dynamique de capitalisation de ces expériences actives. Donc, ces expériences-là, comme est en train d'institutionnaliser un livre méthodologique lié à l'insertion des personnes l'insertion des personnes à l'emploi. Donc, j'avais également quelques témoignages de quelques maires là. Nous allons prendre le maire de l'emploi. Lorsqu'on a travaillé au niveau, ce que le maire de l'emploi, c'est que quand le projet devait arriver, c'était ouf de soulagement. Cela nous a fait c'est pas comment je peux exprimer ça. Il y a également un maire dans la région du Nord qui qualifie le projet comme Dieu béni. Donc c'est Dieu qui a donné, c'est Dieu béni, peut-être que nous problèmes aujourd'hui qui sont vraiment très reconnaissants vis-à-vis du bailleur, vis-à-vis du PECOM. Aujourd'hui, ces communes sont en train d'utiliser dans leurs ressources propres des initiatives similaires que ceux que nous avons présentés là, notamment en termes d'insertion socio-professionnelle des jeunes vulnérables, également en termes de projets d'activité générale. Nous allons passer à la dernière communication du FECOM, qui sera présentée par Mme Sandou Kobe, sous-directeur de la coopération au FECOM.
pour dire que l'organisme est dans un processus d'accréditation au fonds d'adaptation au changement climatique. Et puis, nous avons mis en place un guichet climat. Tout ça, c'est pour permettre aux collectivités d'avoir un large éventail de financement et de bénéficier aussi bien des financements en interne qu'en externe. Donc, nous allons passer la parole à Madame le directeur qui va nous intervenir sur les opportunités de financement par le fonds des projets d'adaptation et d'accréditation au changement climatique. Merci, Monsieur le Président, pour la parole donnée. J'ai la charge de présenter l'exposé sur les opportunités de financement par l'État des projets d'adaptation et d'animation au changement climatique. Il s'agit tout simplement de montrer quelles sont les opportunités ou bien les axes que le FECOM offre aux collectivités pour pouvoir gérer les problèmes qui sont issus des mutations du climat. Mesdames et messieurs les maires, et même tous les participants, je pense que chacun a remarqué dans le lieu de vie que nous subissons depuis quelques années des changements climatiques qui affectent peut-être les saisons de pluie, l'évaluation, la gestion des pertes environnementales et sociales. Il a rédigé un manuel de passation des marchés et des outils de lutte contre la fraude et le blanchiment de capitaux. Un ensemble particulier a été mis sur l'implication des autorités locales, du genre et des populations vulnérables aux différentes étapes de planification des besoins, d'implémentation des projets et le suivi de l'évaluation. Pour aboutir pour vous proposer, mesdames et messieurs, les solutions durables, nous ne pouvons pas travailler tout seul. Il s'attache, il travaille avec des partenaires, qu'ils soient nationaux ou internationaux. Nous avons déjà cité le ministère de l'Environnement, qui est l'organisme le ministère dédié à la protection de l'environnement au niveau du gouvernement. Mais le FECOM travaille également avec le Fonds mondial des développements des villes, dans le cadre de l'Alliance des banques du territoire, la plateforme City qui a été présentée au niveau des FECOM il y a quelques semaines. Il travaille également avec l'organisme Pays Afrique dans le cadre du programme de renforcement des capacités des collectivités et des personnels du FECOM, avec la convention des maires de la GIZ pour le renforcement des capacités et la préparation d'un propre de projet climatique porté par les municipalités. Il travaille avec la FAO pour l'accompagnement du processus d'accréditation au fonds vert climat et la conduite d'un certain nombre de projets de protection de l'environnement, notamment la réparation des terres dégradées dans le secteur environnement. Il travaille avec l'IVA pour la promotion de la valorisation du bambou dans les collectivités et il envisage de travailler avec l'Observatoire national pour les changements climatiques afin de disposer de données météorologiques ciblées permettant d'ajuster des programmes développés en fonction des besoins spécifiques des collectivités. En décembre 2024, le FECOM a mis en place un guichet climat qui est parti du constat que d'après le rapport national sur le climat, les changements climatiques impactent 70% de la population, dont les moyens de subsistance dépendent directement de l'agriculture. Les changements climatiques contribuent à l'exacerbation de la pauvreté, de la vulnérabilité, des inégalités. Les collectivités territoriales sont en première ligne de répondre aux préoccupations des populations en relation avec ces changements climatiques. La création d'un guichet climat au FECOM s'inscrit dans ce cadre. Son objectif est donc de mettre à la disposition des collectivités et des développeurs au gouvernement des moyens qui leur permettre de prendre en charge les défis climatiques au niveau de leur territoire. Donc, le guichet climatique, ce guichet a complété les outils de financement qui existaient déjà au niveau du FECOM. Il est donc complémentaire avec ces outils que vous connaissez déjà, il est certes nouveau, mais il répond à des problématiques que vous connaissez déjà. Le FECOM disposait de guichets qui ont été présentés précédemment. Certains projets de défense à caractère climatique sont même déjà finançables au niveau du secteur dans le cadre des guichets de santé. Ils le resteront à l'issue des appels à projets climat. Pour un projet climat à caractère climatique, s'occuper par une collectivité individuellement sous l'accord d'un regroupement de collectivités.
Le budget du dossier de la demande pour conserver les ressources dans plusieurs guichets selon les procédures du dossier. En cas de ressources, de recours aux ressources de plusieurs guichets, la structure de financement global respecte la structuration de financement du chacun des guichets de l'unité. Le guichet climatique vise donc à mobiliser auprès des différents partenaires, notamment l'Union européenne, la réalisation de projets avec une contrepartie communale à hauteur de 15% de la réalisation. La structuration du financement est la suivante. Apport propre de la commune, 15% du projet. Contribution de solidarité, population 85%. Pour les projets agro-bénéfices climatiques, on a deux secteurs productifs, agriculture et élevage, pêche et tourisme. La part de la contribution de solidarité est réduite à 65%. Les 20% des titulaires sont couverts par leur frais. La durée de remboursement de la part en frais peut excéder 20 ans. Le montant maximal dont une collectivité peut bénéficier est précisé distinctement par le FICOM lors du lancement de chaque appel à projet. Le guichet climat permet d'envisager le besoin à terme des différents outils de financement, de l'adaptation et de la simulation. Quelles sont les thématiques qui pourraient être financées dans le cadre du guichet climat? Les projets portant sur la reforestation et la lutte contre la dégradation des terres en zone rurale, le verdissement, la lutte contre les exos de chaleur en zone urbaine, la prévention des risques liés à la sécurité alimentaire, l'accès à l'eau, l'utilisation des énergies renouvelables, la gestion et le recyclage des déchets, l'assainissement mondial, le renforcement des outils de planification. À date, le budget climat qui a été adopté en décembre 2024 a permis d'élaborer, d'adopter et de mener deux appels à projets auxquels plusieurs communes ont répondu. Il faut dire que 184 demandes de financement ont été reçues dans des collectivités. Et parmi ces 184 demandes de financement, 86 portaient sur le reboisement et 98 sur la résilience aux inondations. L'analyse des dossiers reçus est en cours et un comité des concours financiers en préparation en vue de la définition des ressources aux dossiers reçus. En guise de conclusion et en guise de perspective et décision, la vision ici est de permettre aux collectivités de bénéficier des ressources financières alternatives pour améliorer la résilience des communautés face aux défis du changement climatique, de favoriser un développement rural et durable qui implique les communautés cibles, du genre et des populations générales, de renforcer le rôle d'intermédiation des décisions de financement des CPT afin d'améliorer leur dispositif de captation des ressources financières et de d'ailleurs du fonds. Il est important également de renforcer le rôle stratégique des collectivités territoriales décentralisées. Dans ce cas, il s'agit pour vous, mesdames et messieurs les maires, de traduire les politiques climatiques globales en action de recommandation locale, de mobiliser les collectivités territoriales dans la lutte contre les changements climatiques. Un investissement important sur ces problématiques est vraiment nécessaire. Si nous voulons atteindre en 2030 les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre. De répondre de manière plus directe aux besoins des communautés rurales, des femmes, des jeunes, en orientant les flux de ressources correspondant aux besoins identifiés par les communautés, et enfin de renforcer les capacités institutionnelles, techniques et financières des collectivités pour optimiser leur rôle d'interface entre les parties. Je vous remercie de vous soutenir dans la bouche. Merci, Madame Samou. Nous avons donc suivi l'espoir de sauver notre homme. Le ferons travail pour les collectivités qui va décentraliser, donc les communes et les régions. Les régions pour nous, pour cette session, d'écouter également une collectivité spéciale par rapport à ce que l'organisme fait dans cette localité en lien avec la problématique de la présente session. C'est ainsi donc que nous allons suivre M. Inesoubou Abakou, le secrétaire de la commune de Malmouni dans la région du Nord, qui va présenter l'impact de la pluie multiforme féconde sur le développement des communes subies au prix de multiforme. Donc je vais passer la parole à M. le secrétaire.
de sa présentation. Merci de la parole donnée. Monsieur le représentant du directeur général de FECOM, Monsieur le maire de la ville de Bamako, Mesdames et Messieurs les maires, Mesdames et Messieurs, par motif grâce sanitaire respective, bonsoir. C'est pour moi un honneur tout particulier de prendre la parole ici devant vous au nom de Madame le maire de la commune de Madingué, empêchée à l'occasion de la célébration de la journée mondiale de l'habitat dans la légende ville de Bamako. J'ai l'honneur de passer une communication sur le thème, l'impact de l'appui multiforme de FECOM sur le relèvement des communes soumises au fil multiforme par le PRODEF. Mesdames et Messieurs, je m'aimerais d'abord présenter la commune de Madingué. La collectivité de Madingué est située dans la région du Nord, département du Mayoras. Cette collectivité est créée par le décret numéro 95, base 32 du 22 avril 1995 et est limitrophe à la République sœur du Tchad ainsi que celle de la République centrafricaine, toutes deux situées à quelques kilomètres. De par sa proximité avec les pays voisins, la commune de Madingué est devenue un lieu de refuge de tous les réfugiés fuyant les conflits armés qui ont lieu au Tchad et à la Centrafrique. Les héberge également des déplacés aisés en fuyant les exactions de la secte de Boko Haram. C'est pour cette raison que le FECOM, à travers le PRODEF, a retenu la commune de Madingué parmi les communes cibles du PRODEF. À cet effet, elle a bénéficié de 444 millions de francs CFA qui ont apporté un coût de pouce significatif dans la politique de développement de la commune de Madingué. Mesdames et Messieurs, dans ce cadre de partenariat avec le FECOM, ce fonds a permis de réaliser plusieurs projets, parmi lesquels nous avons la construction d'un bloc de 300 classes à l'école publique de Kaoukan, de Madingué, la construction de 2 blocs de salles de classe aux effets suivants: école de Madingué, école publique de l'emploi, école publique de Diamadou et école publique de Miséricatio, équipées chacune ensemble au bureau maître, dont 5 écoles publiques ont été construites, équipées de tablement et de latrines. La construction de latrines à 4 compartiments dans un différents effets construits si haut, permettant mesdames et messieurs, à l'aplanissement de la carte scolaire de notre commune. L'une de ces écoles nouvellement construites est devenue une école de référence, à l'instar des écoles publiques de Kaoukan, de Madingué, où tous les parents résidant dans la ville veulent aller inscrire leurs enfants dans cette école, compte tenu du plan, de la qualité de l'ouvrage. Donc cette école attire beaucoup plus les parents. Toujours dans le cadre de l'encadrement des enfants, nous avons également la réalisation des blocs
d'un nombre de 300 de classe aux écoles Madiri groupe 1 et Madiri groupe B. La commune de Madiri est dans la seule collectivité dirigée par une dame dans la région du Nord. Et on a coutume de dire que charité bien ordonnée commence par soi-même. Cet adage se concrétise par le financement pour le problème de la construction et l'équipement de la maison de la femme dans la ville de Madiri, baptisé Centre de formation professionnelle communale de Madiri, qui va d'ailleurs ouvrir ses portes dès la rentrée prochaine. Ce centre de formation, mesdames et messieurs, va accueillir les femmes et les garçons en répartition afin de leur donner la possibilité de prendre leur avenir en main. Nous avons également la construction de 2 magasins, l'un au profit d'une coopérative comptable de Madiri et l'autre au profit d'une association de femmes, des volontaires, toujours dans la commune de Madiri. Mesdames et messieurs, tous ces projets ont été réalisés à 100% et l'ouvrage fonctionne normalement car bénéficiant d'un suivi et d'un entretien régulier par la population bénéficiaire avec l'accompagnement de la commune. Nous avons consommé les 444 millions en totalité. Il me reste qu'à exprimer nos sincères gratitude au nom de Madame le maire, d'abord au FECOM pour leur sollicitude constante aux côtés de CTD, ensuite aux bailleurs des fonds et enfin à l'ensemble de l'équipe du projet pour leur disponibilité. Je voudrais, Madame et Messieurs, terminer mon propos en mettant un vœu, celui de voir le modèle renouvelé à sa 3e phase, car les impacts de ce projet dans la commune de Madiri sont multiples, parmi lesquels nous avons l'amélioration des résultats scolaires, la réduction de la pauvreté, la réduction des maladies hydrauliques avec la construction de 12 forages dans les différentes localités, qui va certainement poursuivre lutter contre les maladies hydriques. Je vous remercie pour votre aimable attention. Je souhaite inviter l'équipe technique qui sera à positionner les différentes images avec voilà. Merci. Là, c'est la maison de l'enfant baptisée Centre de formation professionnelle Centre de formation professionnelle communale de Madiri. Voilà. Ça, c'est un échantillon de forages. Il y avait 12 forages construits dans les différentes localités de Madiri. Le problème est également formé 50 jeunes dans les différentes mesures. Voilà l'image qui concrétise cette formation. École publique de l'emploi, ça c'est une école également construite, école de l'emploi, avec les élèves dans la salle, avec des tables blancs aussi. L'emploi, c'est une école située à 5 km de Madiri. C'était une école qui existait, l'école publique, mais 0 bâtiment. Vous constatez avec moi, le problème a vraiment apporté un coup de pouce à la commune de Madiri. Là, c'est l'école publique de Djemadou, nouvellement construite également. C'était une école publique qui ne disposait pas également d'une salle de classe. Voilà, ça c'est un magasin au profit de la coopérative Comptable de Madiri, dans la ville de Madiri, un magasin, un mini-magasin.
Vous le baptême. Voilà, je suis désolé, il y a encore plusieurs images à présenter. Maintenant, la machine est un peu problème. Merci pour votre aimable attention. Merci, monsieur le secrétaire général, mesdames et messieurs les maires, mesdames et messieurs, chers participants, nous arrivons donc au terme des 4 présentations prévues dans le cadre de cette session spéciale de l'homme. Nous allons passer à la phase des échanges, des questions et des réponses. Donc la question sera à qui voudra bien prendre la parole pour présenter et pour expliquer à qui la question est. C'est pas dans la salle. Le micro, s'il vous plaît. Oui, ici. Merci, monsieur le docteur. Je suis monsieur Bernard Fouy, conseiller régional littoral. Brillante intervention qui a permis un milliard que nous avons joué pour les gens et que nous sommes capables de donner à travers ces ressources. Je dois savoir que la notre perception, c'était un appui à une CDD vraiment mise en place pour nous aider à. Mais j'ai pu percevoir, sauf si je me trompe, dans vos propos, que dès que la fiscalité locale concernant les religions sera mise en place, vous allez nous envoyer une petite note pour le retour. J'aimerais que je n'ai peut-être pas le mandat de parler autour pour toutes les religions, mais je vous prie de transférer au directeur général pour que la région municipale avait pensé que c'était un don pour nous aider à avancer. Que ce ne soit pas retenu au plan de l'État. C'est ça la deuxième idée, c'était 3 milliards. Vous voyez comment ça va être connecté dans le projet pour commencer à faire l'association. Merci beaucoup. Merci pour la parole. Je vais commencer par dire que quand nous parlons du fréquent, c'est un superlatif positif. Excusez l'expression concrète. C'est pour dire que ce que le fréquent fait pour nous, pour le développement des communes, si le fréquent n'avait pas existé, nous serions recrutés. Je viens sur un petit problème, un tout petit problème, concernant la commune de Bamou, particulièrement, dans le sommet. J'aurais souhaité que le boss soit là, mais comme vous êtes là, je pense que vous allez remonter l'information à son niveau. Tout à l'heure, dans votre prière exposée, vous allez préciser ce que nous pensions. On prélève le tiers à quotité ceci. Et pour le compte de Bamou, de façon spécifique, je donne les chiffres. Au premier trimestre, nous avons eu 23 millions de CAC. Après prélèvement, il nous restait plus que 11 millions. Ce qui a fait que nous avons eu du mal, vraiment du mal, à payer les salaires. Quand vous savez bien, malgré la communauté de Bamou, quand nous étions communes pauvres sous support, puisqu'il s'agit là du village, moi j'ai écrit à M. le directeur général
pour rappeler que les quantités saisies cessent. Mais cette fois-ci, nous avons eu 25 millions. Restez tranquille, on a coupé 15 millions. Et nous avons eu 10 millions. Donc aujourd'hui, j'ai déjà 2 mois d'arrivée de ça. Alors, c'est pour ça que je suis là ce matin parce qu'il y a des grosses. Donc, je ne pas. J'espère que ça arrivera. À un moment, je me suis dit qu'il fallait peut-être que je demande l'audience au directeur général pour leur dire que en cette période difficile, quand on ne paye pas le salaire du personnel, vraiment c'est un problème. Et que de par la loi, on sur 25 millions, on prélève 15 millions et qu'on laisse 10 millions, on est en train de suffoquer. C'est l'unique problème que je trouve. Mais je vous dis à l'entame de mon propos, si le FECOM n'avait pas existé, il aurait fallu qu'il soit fait. Je vous remercie. Madame. Merci pour la parole donnée. Je suis Jackson Le Roi Margot. Je suis PCA, l'Association pour la promotion de l'entrepreneuriat et du leadership, du commerce social et du développement. C'est que ma contribution, telle que j'ai suivi les présentations, nous constatons que les communes refusent de travailler. Parce que tel que les présentations sont étoffées et édifiées, ça nous revient que l'État a pour la volonté de vouloir travailler, mais il y a un problème au niveau de la maturation des idées de projet. Nous comprenons qu'il y a une faible capacité des élus locaux non seulement dans les facilités, dans les choix des projets porteurs, et même au niveau des projets innovants. Ça veut dire qu'il y a un problème que nous venons de constater là. Et certaines communes disent ne rien bénéficier, mais pourtant on attend beaucoup des communes. Et je constate que le FECOM n'est pas étouffé. Ça veut dire que vous travaillez au quotidien, mais vous n'êtes pas étouffé. Pourtant les communes devraient vous donner du travail. Les communes ne vous donnent pas suffisamment de travail. Ils ne vous posent pas. Ils vous posent des problèmes, mais au niveau maintenant de l'implémentation de leur projet, on a un problème au niveau de la structuration de leur projet et même de la banque des données. On se dit que la banque de données des projets des communes est encore faible. Ouais, tel que je vois les résultats qui ont été présentés là, on a l'impression que ces résultats devraient être même quadruplés si les communes vraiment mettaient à contribution toutes les compétences qui ont été transférées à leur niveau. Ça veut dire qu'au niveau de la base, nous attendons aussi d'être associés et on a l'impression que les communes ne font pas confiance aux OSC. Je pose tout ce problème parce que je suis un habitué des propositions, des votes de propositions. Quand il faut proposer, on nous appelle. Quand on vient proposer, au moment de décider ou des délibérations d'implémentation, nous ne sommes pas associés. Et c'est pourquoi il y a échec au niveau des implémentations. C'est-à-dire qu'on donne les idées au moment de maturer le projet pour passer au financement ou à l'implémentation. Les associations ne sont plus associées. Pourtant, au niveau des consultations citoyennes ou au niveau des débats d'orientation, nous sommes associés. Au moment de l'implémentation, nous nous associons pas. Donc, je pense que le FECOM devrait avoir plus de travail. Vos présentations, d'ailleurs, le modérateur a fait une très bonne présentation que je félicite d'ailleurs.
et même la dame et le monsieur à gauche. Et maintenant, le partage d'expérience du maire, nous sommes preneurs des initiatives, mais nous sommes un peu lésés parce que les communes ne veulent pas nous associer pour que notre matière puisse, n'est-ce pas, porter au développement. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je vais Merci pour la parole donnée. Je suis Madame Sandrine Foucault, directrice exécutive de l'Ouest Afro de Tchad. L'Ouest Afro est situé à Tchad. Je suis un ancien cadre pour le développement dans une commune de la région de l'Ouest. Et j'ai eu le privilège de travailler aussi avec le gouvernement. Et avant de faire le développement, j'étais déjà actrice de la société civile. Et à l'époque, avant les années, je pense, 2015, le FECOM travaillait avec les OSC. Le FECOM travaillait avec les OSC et les OSC avaient la possibilité de collaborer et de recevoir directement des appuis du FECOM et d'autres partenaires. Ça permettait donc à ces OSC de prendre des initiatives locales et collaborer avec la commune. Parce que quand j'ai bien regardé les missions des OSC de la commune, je me rends compte que les deux regardent dans la même direction. Ils défendent exactement les mêmes causes. Or, depuis que les tests de la décentralisation prescrivent la collaboration entre mairie et OSC local et le développement local, parce que quand c'est local, ça veut dire que c'est l'intérêt de commune. C'est nécessaire parce que la commune n'a pas toutes les expertises qui lui permettent de déployer ses objectifs. La commune n'a pas les ressources financières nécessaires pour payer, donc pour recruter tout le potentiel humain qu'elle a besoin pour se déployer sur le terrain. Or, nous avons constaté que même quand les OSC ont reçu des financements, c'est pour mettre en œuvre les politiques gouvernementales, donc pour travailler en ligne avec le PCD. C'était le plan de développement. Donc toutes les actions des OSC sont tirées du plan communal de développement. C'est le lieu de dire, nous sommes en face du FECOM, qui est un prévoyeur de fonds. Nous sommes en face des maires également, qui sont les grands décideurs en ce qui concerne le développement local. Je m'en vais prier d'appliquer cette volonté gouvernementale de collaborer étroitement avec les OSC pour la nationale. Parce que les acteurs de la société civile, ils ont beaucoup de potentiel, beaucoup d'expertise. Mais ils ont besoin pour se déployer, non seulement de l'appui institutionnel des élus locaux, non seulement de l'appui politique même des élus locaux, mais aussi d'un minimum d'appui financier et logistique nécessaire pour réaliser des actions qui permettent à la commune d'atteindre son objectif principal qui est l'épanouissement des populations. Ok, merci. Je vais parler d'une dernière question pour cette série-là. On va d'abord répondre pour ne pas parler. Donc, on va aller au deuxième série. Merci beaucoup, M. le directeur. Je suis au maire de la commune de Monaco. Est-ce que c'est une question qui doit réagir après l'intervention de la grande dernière téléphone? Rester sans notre serait complice de ceux qui ont avancé, de mettre tout ça en main, de consommer les petits choses de choix.
vous avez perçu le problème des OSC, ils ont besoin d'argent. Les maires n'ont pas d'argent. Le maire est un gouverneur de l'eau situé ici. Il a reçu le CAC. Vous avez retenu ce qu'il vous devait. Il n'a pas pu payer le salaire de son personnel. Donc, il faudrait que les uns et les autres aillent s'asseoir discuter. On a dit ici que ce n'est pas la politique. On ne parle pas politique ici. Ce n'est pas la politique. On vient penser, on vient voir comment améliorer un certain nombre de choses. Les maires ont énormément de difficultés. Il s'agit de maturer un projet d'une chose. Avoir des financements pour ce projet est une autre chose. Les PCD ont été validés dans le PDB de 1995 et 2015. Moi, le PCD de Monaco a été validé à hauteur de 30 milliards. Est-ce que la commune de Monaco a même pris 3 milliards depuis 2015? Non, je ne pense pas. Il reste en suspens 27 milliards de projets naturels dans le PCD et qui ne sont pas financés. Il est important que vous le sachiez. C'est très important. Monsieur le secrétaire, c'est la décision que je voulais faire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le maire. C'est un maire de communication sans partie à parler. Et donc, peut-être, je voudrais bien le voyer s'agir. Je vais apporter des éléments de réponse des autres pourront éventuellement compléter. S'agissant du conseiller régional, de la région du conseil régional, dans la correspondance qui avait été faite au président du conseil régional, il avait été précisé, puisque le FECOM n'a pas de ressources, nos ressources sont les ressources des communes. C'est-à-dire en finançant les régions, sans que nous ayons la loi portant sur la locale, ce sont les ressources des communes qui sont utilisées. Donc lorsque le conseil d'administration a pris cette résolution, il a bien été indiqué au président du conseil que ce sont les ressources des communes que nous avançons. Elles seront donc remboursées lorsque on aura la loi portant sur la locale et le conseil d'administration prendra une autre résolution pour un remboursement échelonné. Donc il ne s'agira pas si c'est 3 milliards, nous demandons de rembourser 3 milliards à une fois. Donc, parce que normalement, dans les financements classiques, il y a des parts, je l'ai dit, il y a des parts qui sont subventionnées, il y a des parts en frais, et il y a d'accord propre de la collectivité. Or, nous n'avons pas encore la célébrité des régions. À l'époque, on avait dit qu'on ne pouvait pas encore savoir à quelle hauteur les régions pouvaient rembourser, par exemple, les infrastructures sociales. Puisque, par exemple, vous avez la compétence de ce qui concerne les enseignements secondaires. Donc, pour les communes actuellement, les écoles sont subventionnées à 85% et la commune 15%. Maintenant, la région, comment on ne maîtrise pas encore ces ressources, on ne sait pas à quel hauteur elle sera subventionnée et combien elle devra rembourser. Donc, c'est pour ça que étant donné que ce sont les ressources des communes, comme vous avez avancé, lorsque vous aurez les gros, vous allez rembourser celle-là. En attendant que nous ayons les mécanismes qui vous permettent d'avoir des parts qui sont subventionnés dans les conformément aux outils du FECOM. Donc voilà que le président était bien informé que ce sont les ressources qui vont être remboursées dans le mixage des communes. Maintenant, à l'ensemble du maire de la commune de Bambou, merci monsieur le maire pour votre question. Bon, en fait, le souci chez vous, c'est que vous avez dans vos projets le projet de construction des cités municipales. Et vous savez que c'est un projet qui est financé par le projet financier à travers le FECOM. Et il y a des exigences parce qu'en principe, le projet devait se rembourser lui-même. Mais étant donné que les loyers ne permettent pas de le rembourser, et le crédit foncier ne doit pas attendre comme le FECOM. Donc, c'est pour ça que dans nos fonctions qui nous sont faites, il y a 7 millions qui concernent les cités municipales. Et le FECOM dit que rien. Mais pour les projets propres du FECOM, nous attendons toujours à respecter cette cible-là. Donc, en ce niveau local, c'est parce que, sauf si vous avez des ressources, sauf si les loyers permettent d'amortir la cité municipale, à ce moment-là, on discutera la cité municipale des modalités
de la cagnotte que vous devez rembourser pour le compte des crédits FECOM. Donc c'est un peu ça, c'est la particularité de ce projet-là, du projet de fonction de l'espèce municipale, c'est que ces ressources sont remboursables aux conditions du crédit foncier, pas aux conditions du FECOM. Donc ce qui fait que quand le mois arrive, on est obligé de rembourser ce qu'on a pour vous, et le crédit foncier est atteint par le FECOM rembourse une participation pour vous, parce que justement il y a des échéances qui sont qui doivent être respectées dans le cadre de ce programme. Donc c'est ce qui justifie que vous ayez peut-être que vous ayez des conditions qui sont un peu au-delà de ce qui devait. Nous sommes conscients. C'est pour ça que dans la présentation, nous allons proposer que les communes de l'an les projets de communes locales, que vous ayez des projets qui permettent de pouvoir générer des ressources au-delà pour diminuer votre indépendance et vos impôts comme vous ne pas à dérivation. C'est vrai que vous avez vu que c'est pour les communes de l'an, toutes les communes ont un potentiel. Nous avons pour le FECOM, l'Observatoire de développement local, a fait une étude sur les potentiels de toutes les collectivités. Et je pense que chacun nous avons aussi au niveau de l'agence régionale qui nous accompagne dans le cadre de la valorisation de ce potentiel-là. Donc peut-être faudrait nous orienter actuellement vers les projets qui nous permettent de pouvoir générer quelques ressources pour diminuer un peu notre dépendance de ces impôts comme le soutien de l'équation. Voilà la réponse que je pourrais apporter. S'agissant de l'association spéciale de l'association partenariat pour le leadership, moi je vous dis que les communes travaillent beaucoup. Elles font face à des contraintes que le FECOM même connaît. Il faut seulement voir au cadre de ce que nous organisons. Nous organisons le prix national FECOM des meilleures pratiques communales de développement local. Les initiatives qui sont présentées permettent de voir comment les communes se battent à leur niveau avec les moyens qu'elles ont. Vous avez fait le problème de ressources, elles n'ont pas assez de ressources. C'est-à-dire, malgré toute la volonté d'une commune a, si elle n'a pas assez de moyens pour pouvoir mettre en œuvre, c'est pour ça que je l'ai dit, nous considérons peut-être que nous avons déjà beaucoup fait dans les deux les équipements sociaux collectifs. Nous sommes presque à la fin du programme des hôtels de ville, presque toutes les communes ont déjà des hôtels de ville. Nous avons aussi beaucoup fait déjà dans les infrastructures de base, mais nous conseillons aux maires de ce qui peut-être de promotion des économies locales pour leur permettre d'avoir quand même des ressources pour mener à bien les projets. Donc les maires sont au fait, connaissent exactement ce que le FECOM propose comme financement, voilà, comme accompagnement. Mais il faut aussi dire que le FECOM n'a pas de ressources illimitées. Nous sommes débordés par rapport à la demande. Nous faisons ce que nous pouvons parce que si le projet de FECOM c'est dans les 5 ans d'investissement, c'est dans les 5 ans, 55 milliards. Vous imaginez qu'on a 374 communautés humaines. Si on doit chaque année diviser ça par vous, même vous voyez c'est combien une collectivité pourrait avoir. C'est pour ça que dans l'accompagnement, nous accompagnons progressivement en fonction du cas de la demande. Il y a plusieurs critères pour permettre aux exercices de financer certaines communes d'améliorer ce taux-là. Parce que nous avons pour objectif, c'est que sur un cycle de 3 ans, on doit pouvoir avoir formé un groupe d'ensemble du pays avec les ressources qui sont disponibles. C'est pour ça que nous cherchons aussi les financements des partenaires. Nous avons plusieurs projets et programmes de partenariat. Nous avons présenté le projet. Nous avons le projet de fonction des équipes municipales. Nous sommes dans un processus d'intégration, de fonds d'adaptation. Tout ça, c'est pour accroître les ressources afin de mieux répondre aux besoins des collectivités territoriales décentralisées qui sont importants et pour lesquels les maires se battent aussi bien qu'ils font de leur mieux, comme aussi l'État aussi accompagne ce mécanisme-là. C'est vrai que ce sont les collectivités qui ont la compétence d'exercer les missions, les services de développement dans les services de collectivité aux collectivités, aux populations. Mais il faut dire que ce n'est pas toujours évident. Elles essaient de faire autant mieux qu'elles peuvent. Donc c'est pour dire que la commune de Nagel par rapport aux préoccupations et aux organisations de la société civile. Les maires sont bien informés, ils doivent travailler avec la société civile. Bon, maintenant, il y a un certain nombre de contingences sur le terrain qui font que vous ayez peut-être d'illusions pour vous voyez que les maires ne veulent pas travailler avec vous, mais c'est qu'il y a beaucoup de choses que les maires font. Nous sommes comme la pression, nous voyons les efforts qui sont faits pour des collectivités et ils sont disposés à vous accompagner. On ne fait comme ne pas directement financer une organisation de la société civile.
je vous ai présenté les missions d'organismes qui sont celles d'assurer un développement harmonieux de toutes les collectivités territoriales, dont nos clients sont les maires et les régions. Donc on ne peut pas financer une organisation de la société civile. Par contre, si vous avez un projet qui peut être important pour les populations et que la commune, avec son conseil municipal, approuve ce projet, elle peut solliciter le financement fécond. Donc vous voyez, à travers votre accompagnement, la commune peut faire bénéficier aux populations d'un financement de tel organisme. Voilà un peu les éléments de réponse que vous pouvez apporter. S'il y a un complément, M. Gagné. Une chose que j'ai déjà. Merci, je voudrais apporter une contribution à la réponse du directeur général sur la préoccupation de l'organisation de la société civile. Vous savez, nous sommes en phase d'élaboration du budget en tant que programme. Je voudrais ici parler de contrôle des maires qui sont dans la salle et de certains acteurs de collectivités territoriales décentralisées. Voilà. L'élaboration du budget en mode programme a ses principes. L'un de ces principes est la consultation citoyenne. La consultation citoyenne consiste à faire une descente auprès de la population, que ce soit les comités des villages ou quartiers, les rencontrer afin de collecter leurs besoins prioritaires. Et à la fin de la rencontre, n'est-ce pas, de cette population, il y a un document qui est élaboré après le PV qui prend en compte les 5 priorités de besoins de cette population. Voilà. Et les personnes invitées, n'est-ce pas, pour la consultation citoyenne, c'est toute la population, pas toute la population, il y a les femmes, il y a les jeunes, les handicapés, la société civile. Donc c'est eux qui identifient ce besoin prioritaire déjà au niveau de la base. Maintenant, il y aura la centralisation de ces besoins-là au niveau de la commune. Et on va donc assister encore à une session appelée débat d'orientation. Et lors de l'organisation de ce débat d'orientation, tous les conseillers municipaux sont invités, la société civile encore est invitée, en fait tous les différents acteurs clés, tout ce monde-là sont invités. Et là, on va vraiment programmer ces différents projets en fonction de la disponibilité du budget. Donc, au finish, il y aura un budget pour le plan annuel de campagne qui sont disponibles de façon consensuelle. Donc, s'il y a un projet qui concerne par exemple la société civile qui est retenu, ça veut dire que c'est l'ensemble de tous les acteurs qui sont d'accord, qui ont dit d'accord pour le financement du projet. En tout cas, ça c'est le cas qui est pratique, qui relève de la commune de Madingi. Donc, je ne sais pas vous solliciter encore quelle est l'implication de la société civile dans la réalisation de ce projet. Merci pour votre intervention. Le secrétaire général pour ce complément. Je voudrais également compléter avec une semaine de la parole pour dire que le directeur général également est effectivement préparé le décider municipal et a demandé qu'il soit mis en place un travail pour réfléchir sur l'état des intérêts et voir comment accompagner les communes pour que les renforcements ne soient pas aussi contraignants qu'ils le sont actuellement. Donc, le groupe de travail a réussi, les propositions seront faites et c'est vraiment le moment où nous serons informés de tout ça. Oui, monsieur le maire. Tout à l'heure, vous venez de préciser quelque chose que vous voulez dire. Je voulais dire, monsieur le modérateur, à force de réfléchir à propos des cités municipales. Je me suis dit que, comme vous venez de dire, c'est pour le voir. Parce que si on donne à Yaoundé qui est le même montant, c'est les mêmes coûts de production. Le loyer à Yaoundé, c'est, je ne sais pas, 100 000 un appartement. À Bamou, c'est 30 000. Vous voyez la différence. Quand vous osez monter 40 000, ici on peut prendre 6 chambres avec 5 000. Et c'est plus. Et puis, en fait, où est le volet social de ce projet? Nous n'avons pas vu le volet social.
Or, vous voulez nous, mais on voulait résoudre un problème social, l'absence de logement décent dans nos communes. Il n'y a donc pas de problème, voilà le volet social. C'est comme si moi, individu, si quelqu'un serait allé au crédit foncier, qui je veux un crédit pour construire, c'est un peu comme ça, puisque l'intérêt n'est pas loin de 5% à un individu. Et il est sur la table déjà, vous dites qu'il y aura une assise pour voir qu'est-ce qu'on va faire. Merci. Oui, tout est derrière. Merci. Je suis Francis Gauthier, coordonnateur de l'association État Job. Et j'étais dans le suivi des projets endogènes dans la commune de Consamba-Prémy. Je vais déjà commencer mes propos en félicitant le PRODES pour toutes les réalisations qu'ils ont faites dans nos différentes communes. Parce qu'on peut dire, sans le répéter, que c'était un vrai projet à l'impact. Parce que nous avons autant de projets, mais le projet c'est vraiment un projet à impact. Mais nous regrettons déjà qu'on nous a dit, on nous informe que vous allez, que le bailleur a pris ses bagages. Depuis 2025, ça ne peut plus continuer. Et nous pensons que le FECOM et ses partenaires vont chercher d'autres partenaires aussi solides que le public financier. Merci. Je voudrais déjà, à l'entame, revenir sur ce que mon frère de l'association a dit et répondre, réagir. Parce que si moi je ne réagis pas quand le maire parle de l'argent, ça serait écrit. Parce que nous, les organisations de la société civile, ce n'est pas pour de l'argent. Nous ne vous accompagnons pas pour de l'argent. Nous vous accompagnons pour que vous leviez les financements. Nous étions au Gicon la dernière fois, le Fonds européen, ils nous disent qu'il y a assez d'argent. Mais pour avoir ça, ce n'est pas parce qu'on a dit qu'il y a de l'argent qu'il faut aller retirer. Il faut marcher. Nous étions pour certains d'entre vous, nous avions assisté à l'atelier avec la Chambre de commerce turque à Tukaba. Nous avons dit voici de l'argent, mais est-ce qu'on doit prendre? Nous disons simplement qu'il faut nous associer pour que parmi nous, il y en a un peu d'expertise qu'on peut nous accompagner à mobiliser les ressources. Ces ressources-là qui peuvent nous aider à nous tous, parce que la société civile, beaucoup de maires pensent que la société civile est là pour le combat. Non, nous ne sommes pas des syndicalistes, parce que nous faisons seulement le suivi. Nous observons et nous donnons nos avis. C'est pour cela que je profitais à ça pour dire si vous avez bonne mémoire, ça fait déjà 5 ans. 5 ans que le ministère vous donne les financements. La première année, le ministère a écrit dans son financement activités socio-économiques. Activités économiques, mais presque les mêmes ont pris les activités. Au lieu de réaliser les activités économiques, ils sont allés réaliser les activités sociales. Beaucoup de maires prennent les 7 fonds là pour des activités sociales. Et si vous regardez bien, en 5 ans, ça devait être au moins 500 millions. Si une mairie avait engagé une activité qui pouvait produire de la richesse avec 500 millions, ça pourrait réellement baisser au moins cette pression sociale. Ça, c'est notre constat. Ça devait baisser cette pression sociale, cette pression financière dont les maires demandent chaque jour. Et chaque fois que nous sommes dans des débats, nous constatons chaque fois que nous demandons on n'y a pas de l'argent. On dit que voilà, nous l'argent. Nous étions là, on échangeait toujours. La TICA, ça disait qu'il y a de l'argent. Mais maturer alors le projet. C'est pour ça que j'interpelle maintenant la population, le MINDEVER et tous les partenaires qui peuvent accompagner les maires, de leur s'accompagner sur les différentes procédures d'obtention du financement avec les partenaires au développement. Parce que nous pensons que la richesse n'est dans les communes, ce n'est peut-être ce que le FECOM va nous donner, mais la richesse c'est dans la coopération décentralisée. Et nous pensons pour nous que si vous signez les partenariats avec ces partenaires-là, osez nous travailler avec la société
Et quand Inch'Allah est la société civile, nous ne sommes pas là pour vous déranger. Je vous remercie. Ce que vous pouvez ajouter par rapport à ça. Il nous reste 8 minutes par rapport aux 2 heures qu'on s'est fixé. Il y a encore des questions. Je crois 3 moins les 2. On va voir les 3 derniers. Vous voulez répondre, monsieur le maire? Mais est-ce qu'on va venir avec le débat là ici? Bon, je vais donner le retour à monsieur le maire. S'il vous plaît, il ne faut pas peut-être insulter l'intelligence de l'homme. Je ne peux pas arriver dans une ville, il n'y a pas d'école, il n'y a rien, et que je dise que je dois faire rien. Il y a des priorités. Et je crois qu'au départ, on résout les problèmes sociaux et après on passe à certes. Parce que vous ne pouvez pas laisser un malade pour vous allez créer autre chose. Il faut insulter l'intelligence des maires. Et puis, je suis d'accord. La société, je viens vers les maires présenter ce que vous leur apportez. Et là, il sera intéressé. Ne restez pas de l'autre côté, vous attendez. Non, on a besoin de vous. Mais venez nous voir. Vous savez, même avant d'être maire, on a aussi fait peur dans ces structures. Venez vous voir, c'est tout ce que nous attendons. Merci, monsieur le professeur. J'espère que vous parlerez plus. Merci, monsieur le maire. Juste derrière là. Merci, je suis chef fonctionnaire. Et ma préoccupation, c'est que l'on est dans le développement participatif. Il y a récemment qu'il y a les comités de quartier qui ont été créés. Certains sont opérationnels. Mais dans l'arrêté, il est dit que ces comités fonctionnent avec l'appui de mairie. Et là-dessus, je voudrais demander aux écoles, n'est-ce pas, dans quelle rubrique est-ce que ces comités peuvent être financés, n'est-ce pas, avec les mairies. Autre chose, je voudrais aussi insister sur la coopération décentralisée, puisqu'il est désormais permis, n'est-ce pas, le jumelage et autres, étant donné que le monde est un village planétaire, les échanges d'expériences, la complémentarité et de mise. Et tout à l'heure, madame chargée de la coopération, je crois qu'il faut aussi aider nos CDD, n'est-ce pas, d'aller dans ce sens. En même temps que le président, n'est-ce pas, pour arrondir, n'est-ce pas, les moyens pour permettre, n'est-ce pas, que le développement puisse avancer. Merci. Merci. Oui, au fond, la région, c'est la parole. Merci pour la parole de Moi, c'est parce que les autres, je vais essayer la qualité de l'éducation. En précaution démocratique, au montant des CAC à 2 communes, est-ce que l'avènement du conseil régional, sachant que les recettes que reçoivent le FECOM parfois ne varient pas beaucoup, est-ce que les allocations qui seront transmises au conseil régional vont influencer ou encore réduire celles qu'aujourd'hui bénéficient les communes? Merci. Merci. Monsieur le maire. J'ai suivi avec attention l'intervention de monsieur le directeur qui disait qu'on a prélevé dans l'argent des communes pour donner aux régions. Monsieur le directeur, je voudrais savoir si lors du remboursement, on va procéder à une partie de ça. Vous allez rembourser ça, monsieur le directeur a dit, c'était le mécanisme. On a prélevé dans les
est-ce que lorsqu'on va prélever chez eux à titre de remboursement, on va nous retrocéder cela? On a dû comprendre que c'était l'argent des communes. Oui, monsieur le maire, ce sont vos ressources, mais c'est de l'argent qui est, disons, nous avons des avoirs au trésor qui sont les vôtres. Donc ce sont ces avoirs-là qui ont d'abord été utilisés. Lorsque les gens vont on va les mettre dans la note, donc ça va nous permettre de financer vos communes. Mais ce n'est pas qu'on va prendre le montant-là et utiliser dans les communes et commencer à faire des événements. C'est pour financer les communes. C'est pour financer les communes. Oui, il y avait des questions. On est à 3 minutes de 2 heures. Thank you. Good evening. Paul Prosper Abaken by name, University of Chandora. My question is addressed to the female panelist on the table. She was talking of climate change and adaptation measures. But knowing the West region on a steep slope, my question is this: despite the adaptation measures put in place, why is it that after each climate change, we still have consequences on human health or on the, let's say, settlement at large and human health? Because when you talk of adaptation, it has 3 phases. That is before, during, and after. So it means before we need to foresee, for example, in case of landslide, we need to foresee that there will be a landslide. And what we can do is either tell people to leave the area, but we always find human health being at risk during landslides. Thank you. Okay. Merci beaucoup pour cette dernière question. Nous allons essayer d'apporter des éléments. Bon, déjà par rapport aux questions sur le montant des sciences, est-ce que ça va être bien? Il faut dire que les ressources des communes sont en train de faire des régions. Les communes ont leurs ressources à part et les régions auront les leurs. Donc la répartition, ce sera toujours sur l'assiette qui est mobilisée au cours de la période et avec les critères qui sont actuellement appliqués, notamment la population qui est le critère principal. C'est vrai que les réflexions est en cours pour améliorer ces critères-là et introduire d'autres, mais pour le moment c'est en fonction de la occasion qui est donnée de la population de chacune des collectivités. Donc, les ressources des communes vont rester en conformément à la loi portant sur la société locale et les régions feront les répartitions vont se faire sur les ressources de chaque type de collectivité territoriale décentralisée. Bon, par rapport aux communautés de quartier, il faut dire que la décentralisation est effectivement bien arrêtée pour la mise en place d'objectifs de ces communautés dans le cadre de la participation citoyenne. Le directeur général a saisi tous les maires pour leur faire part de ce que lorsque désormais les demandes de financement seront transmis, qu'on ait au moins la preuve que les comités de quartier ou de village ont été consultés. Il faut dire que pour leur fonctionnement, je pense que cette question avait été posée dans un autre cadre pour les résultats de la décentralisation et le développement local du ministère qui avait répondu que déjà les comités, les maires donnent un appui. Donc il faut que les maires soient informés, mais comme c'est des projets qui sont faits pour vous, donc normalement on devait mettre en place une organisation avec des petites contributions, quitte à ce que la commune vienne en appui. Mais ce n'était pas principalement la commune qui devait être votre financier, vous mettez en place l'organisation et le maire voit dans son projet qu'est-ce qu'il peut nous donner pour vous appuyer. Toujours dire que les projets qui sont réalisés sont pour vous. Donc il était question de vous expliquer depuis la conception de la manipulation jusqu'à la mise en œuvre, afin qu'on se rassure qu'une fois que l'ouvrage serait effectivement réalisé, il serait exécuté, puisqu'on a constaté qu'il y a certains projets qu'on réalise et après les populations n'arrivent pas parce qu'elles n'ont pas été exécutées depuis le début. Donc c'est pour ça qu'on a mis en place ce mécanisme-là qui progressivement. Donc il y a un peu de respecter, c'est vrai que pour le moment on n'a pas encore discuté les demandes de financement pour ce motif-là, mais les communes sont en train d'être sensibilisées pour tenir compte de cette exigence du niveau de la
qui a fait l'objet de la décentralisation. Bon. Et c'est lui qui a mis pour le fonctionnement, c'est ce que le secrétaire général de la commune nous rappelle. Par rapport à la dernière question, je vais passer la parole à Mme Sano. Il a été interpellé 2 fois. En ce qui concerne l'interpellation sur la coopération décentralisée, il faut déjà dire que n'est pas nouvelle au Cameroun. Les maires ici présents peuvent vous dire que les activités de coopération décentralisée ont de plusieurs années, dans une quinzaine d'années. Nous sommes dans la région de l'Ouest. Le dynamisme en matière de coopération décentralisée est vraiment présent ici, avec les communes, notamment en Europe et autres, notamment les communes de Tchad, qui interagissent avec les communes françaises, les communes italiennes, qui concernent par exemple la commune de Campagne. Donc, ce n'est pas un concept de Cameroun. L'orientation, même la nouvelle orientation que je voudrais donner, c'est que ce soit plus une coopération où les communes camerounaises ne vont pas seulement demanderait s'il faut faire apporter quelque chose, une plus-value à la coopération des parents avec le global, comme sur les aspects structurels. Nous avons des éléments d'information bien d'initiative à faire prévaloir au niveau plan international. Il n'est pas question, il n'est pas question, bien la nouvelle, c'est de nous attendre le nom des autres communes, bien de les bien de recevoir, on voyait dans le cas des jumelage, de recevoir le plus matinal. Il s'agit maintenant d'aller qui vont apporter autant des résultats au niveau du Cameroun que dans les collectivités étrangères qui interagissent avec le Cameroun. Ça, c'est le point sur la coopération des entreprises. En ce qui concerne les mesures d'adaptation, si vous le permettez, while on the French speaking, I will give a response in French. Ok. Donc, vous avez demandé pourquoi les mesures d'adaptation, à un moment non plus des contrats d'impact, vous suggérez, vous pensez que c'est peut-être parce que l'on ne prend pas tout le cycle du projet, c'est-à-dire avant, pendant et après la survenance de la crise. C'est exactement pour cela que depuis plusieurs années déjà, on va dire depuis une dizaine d'années, la communauté internationale et même en interne au Cameroun, il a été question de renforcer les capacités des personnels. Là, je vous ai présenté un ensemble de mesures pour renforcer les capacités des collectivités. Ce sont des problématiques qui sont un peu nouvelles, mais on entend dans le sens de plus en plus l'impact sur notre quotidien. Et lorsque je présentais les partenaires du secteur, je vous ai cité par exemple l'Opération nationale des changements climatiques. Le partenariat que je veux signer bien peu avoir avec cet organisme, en termes de prédiction, il faudra agir avant que la catastrophe n'arrive. Ça veut dire que l'observatoire produit des données météorologiques qui pourront permettre donc d'agir avant qu'il y ait un événement, qu'il y ait une crise, une sécheresse ou bien des inondations telles qu'on les a connues récemment par exemple dans notre continent. Pendant maintenant le cataclysme, il faut avoir des ressources. C'est pour ça que nous avons des partenaires qui ont des ressources qui peuvent financer la réponse au cataclysme. Et après, donc, il faut voir comment est-ce qu'on va, par exemple, rétablir la population, comment est-ce qu'on va même éviter que cela ne se reproduise. C'est l'intérêt vraiment du partenariat, ce que nous avons présenté en termes de partenariat stratégique, l'intérêt de travailler tous ensemble pour que déjà la population n'arrive pas. Mais si elle arrive, puisque de toutes les façons, les changements climatiques ont déjà un impact sur notre environnement, comment est-ce qu'on peut réduire les conséquences de la bien de ces changements climatiques? Merci beaucoup. Nous sommes arrivés au terme de cette session spéciale de FECOM. Donc, au nom de M. le directeur général, je voudrais déjà remercier Mme le ministre de l'Habitat et du Développement urbain qui a bien nous permettre au FECOM d'avoir cette plage pour présenter une fois de plus ce que l'organisme fait en faveur des collectivités territoriales dans le cadre de leur réseau. Je voudrais également remercier mesdames et messieurs les maires qui ont pris part à cette session, et même que tous les autres participants pour la qualité de l'échange que nous avons eu tout à l'heure. Les observations et les propositions qui ont été faites seront remontées à M. le directeur général
remercions aussi les exposants, notamment les responsables du corps ici présents, monsieur le secrétaire général de la commune de Macou, représentant Madame le maire empêché. Vous allez vous exprimer au nom de monsieur le secrétaire général la gratitude à Madame le maire pour avoir bien voulu que vous participez à ces travaux. Et sur ce, il nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée et à remettre le pouvoir de l'organisation. Merci beaucoup. Merci, monsieur le directeur régional du projet FOCOM, M. Balibris. Mesdames et messieurs, nous allons terminer notre interaction par une photo qui va réunir les différents intervenants dans un premier temps. Puis nous allons demander à tous les élus locaux qui sont dans la salle de les rejoindre pour une deuxième prise de photo. Après cette photo, vous allez retrouver à l'extérieur un petit casse-cou pour nous séparer. Il y en a un qui est à votre droite, il y en a un autre qui est à la gauche. Donc, mesdames et messieurs, une fois encore merci. Nous allons passer directement à la prise de photo. Ensuite, la deuxième série, ça sera avec les différents élus locaux qui sont présents dans la salle. Cela veut dire maire, conseiller municipal, conseiller régional, président du conseil,